Coucou! Coucou! Cette meuf est toujours plus pimpante que moi. Elle m'énerve, de base. Salut Céline! Bon, ça va? Super. Bon, nickel. On entend bien, le son est super. Je vais en profiter pour te présenter tout de suite, comme ça on va en dire que c'est fait, on rentre dans le vif du sujet, hein, voilà. Donc tu étais péricultrice en néonatologie pendant 10 ans et maintenant tu es en libéral, si j'ai bien compris. Tu es consultante en lactation, bien sûr, BCLC depuis 2015, bien sûr, et tu es accompagnante BN, voilà. Donc d'où ta présence hein, parmi nous ce soir, à un moment donné, voilà. Tu es formatrice aussi. Alors toi, tu es formatrice avec l'Agence nationale des péricultrices de France. Et puis, j'ai vu que tu avais aussi quelque chose dans le portage et le massage bébé de mémoire. Bon, voilà. Bon, ben ça fait beaucoup de choses. Il y en a même encore d'autres, mais j'ai envie de dire que les gens pourront tout à fait aller voir sur ton profil. Et puis ce soir, on était vraiment là pour parler BN. J'ai eu pas mal de questions par rapport au BN. C'est vrai que c'est quelque chose qui échappe un peu encore aux mamans, aux gens, même à certains professionnels. C'est quoi ce truc en fait? Parce qu'on parle d'une position, mais on va partir de là. Est-ce vraiment une position hein? On va partir du début. Je dirais que c'est peut-être avant de dire, comme on peut l'entendre souvent, une position, je dirais plutôt que c'est un bonbon sucré. Et au-delà du bonbon, c'est une méthode d'observation pour les professionnels qui permet d'évaluer le confort maternel et évaluer également le confort du bébé. Ok. Et du coup, c'est une méthode d'observation, ce qui inclurait qu'on observe, qu'on ne fait pas. Exactement. Moi, comme tu l'as dit, j'ai été puéricultrice, je le suis toujours, hein, consultante en lactation et BCLC, et je suis devenue aussi accompagnante BN. Donc, je parle aussi de Suzanne et que je salue fortement ce soir parce que si ce soir c'est grâce à elle, parler du BN, de ce bonbon sucré, de ce choco BN, qui a fait énormément changer mes pratiques. C'est-à-dire que j'ai beaucoup appris des théories et j'ai désappris une grande partie de ce que j'ai appris par cette formation-là. En fait, on apprend à tricoter, je vais vous expliquer comment, et on apprend aussi à observer. D'accord? On apprend à mettre nos mains dans le dos au maximum et d'aller travailler plutôt sur l'environnement que sur l'allaitement en soi et sur apprendre des techniques de mise au sein. C'est ça, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas aux mamans à faire. Et oui, pourquoi on n'apprend pas aux mamans à faire? Parce qu'elles ont leur instinct, parce qu'elles savent faire, on sait toutes faire, on est né avec ça, et nos bébés naissent également avec des réflexes archaïques qui leur permettent dès la naissance de pouvoir se hisser naturellement jusqu'au sein, si et seulement si on les laisse faire. Voilà, c'est ça. Ce qui est un peu j'ai envie de dire la bête noire actuelle, c'est qu'on a du mal à laisser ces bébés faire tout seuls. On a du mal à se rappeler ils ont du potentiel et ils savent faire des choses en fait. Bien sûr que oui, ils savent faire. Ils savent faire même, et c'est ce que je dis souvent aux mamans, hein. Il y en a des mamans, je leur fais coucou, je les vois passer au fur et à mesure. C'est un premier live pour moi, donc c'est un peu compliqué de lire en même temps, mais je leur dis souvent en fait que les bébés savent mieux que moi et que les mères savent mieux que moi. Moi, je suis là vraiment pour accompagner l'environnement, pour pouvoir les rendre confortables. Et je crois que le mot pour ce soir, pour tout le monde, j'espère que tout le monde est bien installé dans son canapé, voilà, c'est être confortable. Être confortable, ça va nous permettre d'ouvrir le corps maternel et de permettre à l'enfant de pouvoir lui-même s'accrocher de manière efficace au sein pour pouvoir aller téter ce fameux lait d'or. Je me suis dit, je l'avais, mais je me suis dit, elle va nous montrer. Elle va nous montrer, t'es au top. Voilà. Sans les mains. Exactement. J'ai envie de rajouter aussi dans les choses, dans les points importants de départ, c'est l'objectif de la première observation pour nous, les professionnels, mais qui est également la même chose pour les mamans, c'est d'être dans une continuité, et ça y est, on va utiliser les gros mots savants, les continuités d'ocytocine. Mais on parlait justement avec Catherine cette semaine effectivement de contenance, de continuité. On a commencé à en parler de cette continuité. En quoi le BN favorise déjà la continuité? Le BN favorise la continuité parce qu'on va maintenir le taux d'ocytocine élevé dès la 36e semaine de vie. Pendant l'accouchement, on va augmenter un pic d'ocytocine et ce pendant les 2-3 prochains jours qui vont suivre. En ça, le BN permet cette continuité. Plus la mère baigne
dans un bain d'ocytocine, plus elle va pouvoir mettre en application ses réflexes et son comportement inné, et plus l'enfant, lui aussi, va pouvoir sortir cette ocytocine pour pouvoir naturellement pouvoir se libérer et venir au sein de manière idéale. Ok, mais du coup, est-ce qu'on va toutes arriver à faire ce fameux BN? Alors, on est toutes capables de pouvoir le faire. Il n'y a pas une personne plus que l'autre. Par contre, la manière dont on va avoir vécu notre grossesse, notamment à partir de la 36e semaine, comment on va avoir vécu notre accouchement, comment va s'être passé notre accouchement et comment on va pouvoir être accompagné pendant les 3 premiers jours va faire qu'on va être plus ou moins capable de pouvoir se laisser aller à la complexion et donc à ses instincts naturels de mettre notre bébé au sein de la manière qui est singulière, qui est vraiment... Finalement, on va être capable de lâcher prise. Lâcher prise, exactement. C'est le mot d'actualité, c'est le mot du jour, c'est lâcher prise. Lâcher prise, ça ne pas faire ce qu'on nous demande de faire, mais essayer de trouver, nous, à l'intérieur, ce qui nous correspond. Et l'allaitement des enfants de Mayan ne sont pas les enfants que moi-même j'ai allaités, et la composition hormonale, chimique et l'environnement que moi j'ai besoin n'est pas le même que toi, Mayan. Tout à fait, exactement. Et à nous de professionnels, c'est d'arriver à trouver cet équilibre-là et arriver à trouver à ce que la mère elle-même puisse trouver ses propres positions. Et du coup, comment est-ce qu'on peut, nous, ou même l'entourage, le papa, aider la maman à être, à avoir le plus d'ocytocine, le moins de cortisol et surtout que son néocortex ne réfléchisse pas trop? Ça va se jouer surtout dans l'environnement, ça va se jouer par rapport à la lumière tamisée, ça va se jouer surtout par rapport au confort. Est-ce qu'on va y installer plus un coussin d'allaitement dans le dos? On va travailler surtout sur le confort du dos, le confort de la tête et de la nuque de façon à ce que la mère puisse se libérer entièrement pour pouvoir s'offrir son corps à la nature, à son bébé et pouvoir arriver à ce que ce petit bébé naturellement se hisse et se mette en pratique. J'ai envie de dire, le papa, il va être là, il va être contenant, c'est dans ses mots, c'est dans ses gestes, c'est dans sa façon dont il va aussi prendre en amour ce bébé-là et qui va l'apporter à la maman, qui va faire qu'on va avoir une complexion hormonale. Les joues rouges, j'ai mis le rouge exprès ce soir, qui veut dire que la mère va pouvoir se laisser complètement aller et va pouvoir s'écouter elle-même. Et ne plus faire attention du téléphone qui sonne, de la sage-femme, de l'infirmière, de la puéricultrice, de l'IBCLC qui passe. Je pense que là, il devrait être un petit peu plus droit, comme on a pu l'apprendre et comme je l'ai appris pendant les études, où il fallait que la tête soit dans l'axe. On verra que c'est bien compliqué que ça et qu'on va surtout parler d'attitude et d'orientation du bébé qui vont pouvoir nous aider à la fois en comprenant comment il était dans le ventre de sa mère et comment il va se positionner lui-même sur le corps maternel. Et on ne va pas nous-mêmes lui demander une certaine position pour certains qui sont incapables de le faire parce qu'ils ont eu une flexion ou une hyperextension dans le ventre qui fait qu'on va les mettre dans une posture qui va tout sauf libérer l'ocytocine. Du coup, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas une position normée pour le bébé, en fait. Exactement. Il n'y a pas de position normée pour la maman. Si ce n'est quelques indices, la maman, elle va être en position semi-inclinée, donc jamais droite et jamais allongée totale. Par contre, le degré d'inclinaison va dépendre de la mère et de son confort, et éventuellement d'une césarienne ou pas de césarienne, de la taille des seins également. On dit, en tout cas Suzanne le dit, et je pense que c'est vrai parce que je le vis aussi, que plus on est grande et moins on a besoin d'inclinaison, et plus on est petite, plus on va avoir besoin d'inclinaison. Ça, c'est des... J'ai fait le test avec une amie qui est beaucoup plus grande que moi et effectivement, elle est beaucoup moins inclinée. Alors que moi, là, tu vois, là, moi, j'ai ma position idéale. Tu vois, vraiment, moi, je suis vraiment sur mon inclinaison idéale. C'est-à-dire que là, voilà, moi, j'ai vraiment de la place entre le haut de mon pubis et mon torse, quoi. Tu vois, je suis vraiment... et elle est vraiment beaucoup... Bon, d'ailleurs, je suis pas très bien parce que je suis pas en appui, donc je suis pas bien. Mais effectivement, elle a vraiment besoin de beaucoup, beaucoup moins d'ouverture, en fait, de corps. Exactement. Et ça ne s'apprend pas. Donc, nous, en tant que professionnels, on ne peut pas l'apprendre puisqu'on ne peut pas le savoir d'avance. Et la mère non plus, c'est quand elle va arriver avec ce nouveau bébé. Et c'est différent pour chaque bébé parce qu'un bébé de 5 kilos, on ne va pas avoir la même posture, la même attitude face à un petit bébé prématuré pour avoir cette expérience-là d'1 kilo ou de même moins d'1 kilo. On va avoir une posture qui va varier, qui va se différencier. Et Maïane, tu vas être d'accord avec moi, plus l'enfant grandit, plus cette position confortable change et évolue. Donc, ce n'est pas une position, mais c'est bien tout un ensemble de postures qui va faire que
la mère va devoir être confortable pour pouvoir optimiser son allaitement et le rendre pérenne. Alors, je réponds juste à quelque chose. Oui, vous pouvez poser des questions, il n'y a pas de souci. J'en profite pour rebondir parce que du coup, on parle là de la position de la maman, d'accord. Mais et le bébé alors dans tout ça? Le bébé, lui, il va avoir exactement cette même attitude. On va essayer de respecter au maximum sa flexion, son extension et son orientation qu'il avait dans le ventre. Et lui-même, il va le faire. Mais le plus important à comprendre ce soir, et moi aussi je vais prendre mon bébé parce que c'est hyper important, non, je vais te laisser le faire, c'est la gravité. L'enfant, il a besoin d'être la gravité positive avec lui. Et la gravité positive avec lui va l'emmener vers le sein maternel. Et donc, on va arriver à ce qu'est le Graal, j'ai envie de dire, c'est le contact proximal ventral. C'est-à-dire que l'enfant, en position ventrale, va pouvoir travailler tout seul, naturellement, sur ses réflexes archaïques, les réflexes d'enjambement, les réflexes de fouissement, les réflexes de reptation pour venir naturellement, exactement Maïane, venir se fouisser, se mettre au sein d'une manière naturelle. Le fait d'être en contact ventral avec la gravité positive et d'être sur le ventre va lui permettre d'émousser ses réflexes et ne pas être complètement à l'inverse d'un bébé qui va être sur le dos avec une hyper sensibilité au niveau des réflexes qui vont faire que l'enfant va venir s'agripper de manière forte, va venir tirer le sein de sa maman pour venir s'accrocher comme un bébé à l'arme et va tirer et va avoir beaucoup le risque de faire mal à sa maman. En étant sur le ventre, il y a la gravité qui va lui permettre d'ouvrir grand la bouche pour prendre plus naturellement le sein en bouche et en profondeur pour permettre un meilleur transfert de lait. Mais alors du coup, est-ce qu'il est forcément, par exemple, obligé d'être dans cette position-là? Non, il peut être en longitudinal, en oblique. Rarement, c'est assez rare, et dans le ventre aussi, hein, en échographie, on a rarement un bébé qui est complètement en transverse. Pourquoi en transverse? Parce que naturellement, dans le ventre de sa mère, il ne va pas être comme ça. Et quand on va le positionner dans ce qu'on appelle toujours hein, la madone ou la madone inversée, on se retrouve avec des bébés qui ont complètement les pieds dans le vide. Donc, ce que je dis aux mamans qui me suivent et que je salue ce soir, c'est comme s'ils mangeaient et que nous, on était dans un hélicoptère prêt à sauter. En général, on n'a pas très faim. D'accord? C'est ça. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on pourrait avoir un bébé, du coup, en gaine qui tête comme ça? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Par contre, ça va nous demander pour la mère d'être un petit peu plus inclinée parce que, pareil, tété. Moi, ça va. Moi, ça colle. Moi, ça colle. La tétée, Moi, ça colle. ça peut fonctionner, mais en tout cas, on a 360 positions possibles autour du sein. Exactement. Et les mamans qui ont une césarienne, par exemple, vont préférer la position. Ça, c'est possible. Ça, c'est entièrement possible. Entièrement possible, bien sûr. Ça, c'est possible. Alors, c'est surtout vrai quand il y a un engorgement où on va chercher justement à mettre le menton au niveau du sein du bébé pour libérer cette zone-là et masser pendant la tétée. Mais c'est aussi vrai pour les allaitements longs où les grands vont venir téter par au-dessus et vont venir téter en étant complètement en position acrobatique. Alors, c'est aussi vrai pour les césariennes avec des complications, même certaines ouvertures. Voilà, il y a des complications spécifiques. Et c'est vrai que ça peut aider aussi à pouvoir allaiter sans avoir mal au ventre, quoi. Exactement. Et on peut aussi très bien voir le bébé sur le côté sans avoir de position spécifique au niveau. Ah, on t'a perdu. On t'a perdu. Reviens. Voilà. Donc, on peut imaginer aussi voilà, des bébés. Le tout, c'est qu'il y ait de l'appui, quoi. Exactement. Il ait des appuis au niveau de ses mains, des appuis au niveau de ses pieds, qui puisse aussi jouer avec ses genoux et qui puisse, de cette manière-là, être stable. Plus l'enfant va être stabilisé sur le corps maternel, plus l'alimentation va être possible et le transfert de lait efficace. Je me remonte. Attends, je me alors, on avait eu une petite question. Attends, je la retrouve parce que du coup... Non, c'est pas ça. Alors, je retrouve juste la petite question. Ah oui, voilà. Dans le contexte actuel et en accouchant seul ou 2 heures après, difficile d'être dans un contexte positif et d'ocytocine. Quel conseil par rapport à ça, justement? Les conseils. Alors, j'en profite juste pour rappeler qu'on parlera avec Ophélie, qui est une doula, mercredi. Elle nous donnera des petits tips aussi pour les mamans qui sont actuellement enceintes pour, dans ce contexte un peu anxiogène, libérer un peu plus d'ocytocine. Mais là, en l'occurrence, voilà, on a accouché, on y est. Comment est-ce qu'on fait pour solliciter notre ocytocine dans le contexte qui est celui-ci, hein? On va avoir pensé déjà mettre dans notre valise tout ce qui peut nous rendre
confortable, c'est-à-dire le petit coussin qui va bien, l'oreiller de la maison, la petite lumière tamisée de la maison, les musiques qu'on aime, un livre qu'on aime, et puis les photos de papa, si papa, parce qu'il y a certaines maternités dans le contexte actuel, effectivement, qui fait qu'on ne puisse pas les faire rentrer. On n'oublie pas la famille, on n'oublie pas les photos et on n'oublie pas de se retrouver dans des choses que l'on aime. Je pense aussi au carré de chocolat, c'est des petites choses comme ça qu'on peut mettre dans J'allais te le dire. tout ce qui libère de l'ocytocine, tout ce qui nous fait plaisir à nous en tant que femmes. Évidemment, c'est un contexte très particulier, très angoissant, et on ne peut pas faire abstraction de ça. Et on va justement se recentrer sur nous et sur nos propres besoins pour être le plus sereine possible. Jouer du Skype, jouer du live aussi avec papa et avec la famille, parce que c'est des moments qui ne sont pas simples. Alors finalement, c'est un moment qui n'est pas simple, mais pour relativiser la chose, c'est aussi un peu comme avoir un deuxième ou un troisième et papa finalement reste à la maison pour s'occuper des plus grands. Et ben quelque part, c'est un peu ce même phénomène-là. Alors sauf pour celles qui ont leur premier bébé, mais pour celles qui ont un deuxième, un troisième, elles voient bien de quoi je parle. Moi, ça a été mon cas. J'ai pas pu avoir enfin, tout le monde a essayé, mais ça n'a pas émotionnellement pour lui, c'était trop. Effectivement, il n'est pas venu à la maternité, mais comme tu dis, hein, des Skype, j'avais le petit frigo de ma chambre rempli de sushis et autres conneries que j'avais pas pu manger pendant 9 mois. Je me suis mise des séries, je me suis bien installée. Enfin voilà. Donc effectivement, il y en a qui rêvent de se faire le vernis. Moi, je leur dis, prenez la panoplie de la petite journée coucounou. Quand on est à la maison et qu'on a envie de se prendre un bain et qu'on va prendre le masque et qu'on va se faire les cheveux, etc. Tout ça, c'est très important. La chose sur laquelle je voulais revenir aussi, la chose pour vous les filles, les nanas, les femmes qui sont enceintes et qui sont en train d'accoucher potentiellement, c'est que l'avantage qu'on peut remarquer en tant que consultante en lactation, et on en a discuté cet après-midi avec Suzanne Colson, c'est que le confinement, en fait, c'est ça est à la bonne adresse. C'est ce que demande le BN. Le BN, c'est d'être en contact proximal continu avec notre bébé. Donc, c'est un avantage qu'on va pouvoir trouver dans ce confinement et dans ce Covid-19, c'est qu'on nous demande d'être confinés et le BN ne cherche qu'à demander ça, c'est-à-dire d'être en contact proximal pendant 48, 72 heures. Donc, vous allez pouvoir profiter des poids-peaux, profiter des câlins, profiter d'être ensemble et vous allez voir que l'allaitement maternel va pouvoir se mettre en place. Surtout que tu seras d'accord avec moi, l'ocytocine, c'est vraiment l'hormone la plus adolescente de notre corps. C'est-à-dire qu'un peu de mouche, elle se barre, quoi. C'est ça. Donc effectivement, là, le contexte, finalement, le contexte actuel, à elle, il va bien, quoi. Il va très bien. C'est pour ça que c'est important de faire le live ce soir et de dire que Covid-19 et BN, ça va très bien ensemble parce que ça ne fait que accentuer en fait les points positifs qui est de se confiner, de s'enfermer dans sa bulle pendant ces 3-4 jours. Et oui, il n'y a pas le papa, mais on va pouvoir le voir à travers tous les réseaux sociaux maintenant et toute l'informatique magnifique qu'on a pour pouvoir profiter malgré tout d'être en confinement et d'être ensemble avec ce bébé dans cette bulle qui va nous faire allaiter en état de veille et de sommeil. On y vient aussi parce que ce qui est important dans le BN, contrairement à toutes les autres théories, c'est que l'enfant n'a pas besoin d'être réveillé. Donc, on n'a pas besoin de le stimuler. Le fait simplement d'être à la bonne adresse, comme le dit Suzanne, c'est que l'enfant, malgré qu'il soit endormi, somnolent, va pouvoir, de manière beaucoup plus efficace, téter en utilisant ses réflexes archaïques de manière instinctive, intuitive, pour venir téter de manière efficace. Et ce, sans avoir besoin d'aller le chercher dans le berceau d'à côté, puisqu'il est déjà sur le corps maternel. Donc le fait de déjà chercher, d'avoir quelques réflexes que la maman naturellement va savoir repérer, va pouvoir lui permettre d'aller au sein plus rapidement et donc de répondre plus facilement à sa demande et d'être dans un allaitement pérenne pour la suite. Ça sous-entend alors, si je comprends bien, moi je le sais, je fais genre, ça sous-entend donc que si on a fait tété bébé et qu'il s'est endormi sur nous, on n'est pas obligé de le poser à côté. Mais non, parce que qu'est-ce qui va se passer si on le pose à côté? L'enfant va de nouveau se réveiller et il va avoir besoin de retrouver ce confort, il va avoir besoin de retrouver la proximité et la sécurité affective que la maman lui apporte. Il ne faut pas oublier qu'on l'a porté sur nous pendant 9 mois. À aucun moment donné, on a pu dire ce ventre-là de 25 kilos pour ma part, il posé à côté. Donc, l'enfant va aussi mettre 9 mois potentiellement pour pouvoir se décrocher du corps maternel pour devenir plus autonome. Ok. Et c'est ce qui finalement explique ces bébés qui se réveillent quand on les pose alors. Exactement. Ils ne se réveillent pas parce qu'ils ont faim ou parce qu'ils n'ont pas assez mangé. Ils se réveillent parce qu'ils sont perdus. Ils sont perdus, ils sont loin plus d'1 mètre la plupart du temps et ils ont besoin juste du contact.
Ils ont besoin du regard, parlons-en. Le proto-regard, ce premier regard, l'allaitement maternel permet à cet enfant de pouvoir être en connexion. Quand l'enfant est tout seul dans le berceau, il n'est pas dans le regard, donc il va se mettre en état de veille. Et quand il va pleurer, c'est que vraiment il est dans un état de stress et d'urgence importante. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, mettez-le vite au sein. Alors que la première chose à faire quand votre bébé pleure ou est déjà très agité, c'est de le rassurer et de le garder avec soi pour pouvoir le calmer et ensuite seulement il pourra téter. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y aurait une taille ou un poids de bébé qu'on pourrait pas mettre en BN? Alors justement, on est en train de voir ça pour pouvoir faire une conférence avec Suzanne. Il n'y a pas de poids, il n'y a pas de taille. C'est évident. C'est-à-dire que c'est la stabilité cardiovasculaire et cardio-respiratoire de l'enfant qui va faire que l'enfant va pouvoir ou pas être le plus possible sur l'état de sa maman. Mais un enfant de 5 kilos ou même un prématuré, à partir du moment où il est stable, et même les enfants, il y a des protocoles, notamment sur Valenciennes, hein, où il y a des protocoles où même les enfants qui sont intubés peuvent être en peau à peau ou à la bonne adresse simplement, c'est-à-dire le contact de la joue avec la glande mammaire, hein, on dit graisse contre graisse, fait que l'enfant va pouvoir être de toute façon en BN, même s'il est tout petit. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que le BN aurait des effets bénéfiques, par exemple, sur des petits prémas, justement? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que les réflexes archaïques vont permettre d'augmenter sa stabilité respiratoire, cardiovasculaire. Ça va lui permettre aussi de libérer ses propres hormones, son ocytocine à lui, et donc le rendre beaucoup plus sécure. Et un bébé prématuré pour y avoir travaillé, et je fais coucou à mes collègues qui sont là ce soir, le savent très bien. Ça fait partie aussi du NIDCAP, des soins de confort. C'est-à-dire que plus on va prendre en compte le confort de l'enfant, et plus l'enfant va pouvoir évoluer et se développer de manière évolutive rapide. Et du coup, est-ce qu'en grandissant, mais vraiment en grandissant, il faut toujours avoir un contact ventre à ventre en BN? En général, non, parce que l'enfant, plus il va grandir, plus il va être autonome, et le contact du sein, de la mère et de la joue vont suffire. Mais vous allez voir que malgré tout, sur les petites tétées confort, les tétées câlins et les tétées du soir, il y a quand même un contact ventral qui va venir s'opérer assez facilement. Alors moi, pour avoir des bambins qui sont grands, je confirme que déjà, je ne choisis plus la position BN, c'est-à-dire que je me fais pousser vers l'arrière par mes enfants, hein, voilà, qui eux s'installent confortablement. Le confort de maman est accessoire et effectivement, ils ont tendance à se mettre à califourchon et finalement, on se retrouve encore avec un phénomène de ventre contre ventre et de petites joues sur le sein. Alors, on pourra comparer une tétée rapide, furtive, juste pour prendre une petite dose comme ça dans la journée, et la vraie tétée de succion efficace où l'enfant a vraiment besoin de tétée, ou pour s'endormir, ou pour se rassurer. Et celles-ci, elles vont vraiment être BN malgré l'âge. C'est ça. Est-ce que dans la position, enfin dans la complexion du BN, un bébé tient seul sans qu'on nous on se fasse de crampes au bras pour le maintenir? Complètement, puisque pendant 9 mois, on va avoir utilisé le ventre pour mettre ce bébé en développement, et on va réutiliser notre ventre pour pouvoir le mettre au sein. Donc, on va avoir nos mains qui vont venir simplement faire un appui, qui vont venir simplement conforter la position du bébé sur le ventre de la mère, mais à aucun moment donné, l'enfant et le coude vont être entièrement en appui pour pouvoir porter le bébé. On voit souvent, et c'est ce que je dis aux femmes et aux mères, on voit souvent les mamans qui donnent le sein à leur bébé, alors que l'objectif, c'est que c'est le bébé qui vienne au sein, ce qui est complètement la différence. Donc, ça veut dire que le poids du bébé va être réparti sur le corps maternel qui est déjà habitué depuis 9 mois, contrairement à un bras qui n'est pas du tout habitué d'avoir 3 kilos, 2 kilos, 5 kilos, 8 kilos, et dans la durée, parce que l'objectif, c'est que l'allaitement ne dure pas que 3-4 jours. Alors du coup, ça pose quand même une question à beaucoup de mamans, hein. Je pense que tu vas me voir venir. Mais comment on fait pour dormir? Comment on fait pour dormir? En sécurité. On peut pratiquer le BN à partir du moment où on est en sécurité, puisque l'enfant, c'est comme un pot à pot au final, hein. L'enfant est en sécurité sur le corps maternel et la maman, elle va avoir pris soin de son confort, elle va être confortable. Donc si la mère est confortable, elle va pouvoir faire des micro-sommeils, des sommeils très réparateurs par ailleurs, parce que même s'ils ne sont pas très longs, ils sont beaucoup plus réparateurs. Mais par contre, elle va être toujours dans un état de vigilance parce que l'enfant va être sur elle. Et le confort qu'elle aura mis autour d'elle fera qu'elle n'aura pas envie de bouger. Et quand elle bougera, elle se réveillera. Et si son enfant dort, elle pourra seulement à ce moment-là le poser à côté. Alors, qu'est-ce que tu appelles le confort que la mère aura mis autour d'elle? C'est-à-dire qu'elle aura pris soin de
s'installer au niveau du dos, qu'elle aura pris un coussin pour se mettre derrière la tête et qu'elle aura également calé au niveau de ses bras. Ses bras soient en appui, que tout son corps maternel soit en appui. J'ai pas de coussin. Ben, moi, j'en ai, mais j'ai l'impression que le problème, c'est que... Vas-y, envoie. Mais si moi, je me mets mon coussin et que je mets mon deuxième coussin ici, par exemple, parce que je suis pas chez moi, sinon c'était trop simple. Hein. Les mamans, je leur dis toujours, prenez le temps, même si ça prend 10 minutes, de vous installer de manière confortable pour qu'une fois qu'on est installé, l'enfant puisse faire tout le reste. Et moi, je m'endors, on se retrouve demain en live. Pas mal. C'est ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais faire la même. Mais c'est vrai que c'est une question c'est une question qui revient souvent. Hein. La question de la sécurité et du sommeil, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Il y a aussi une petite réflexion qui revient souvent, c'est que le bébé a un frein et du coup, il n'arrive pas à téter dans cette position. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Alors, moi, j'en pense que pour travailler et notamment être spécialisé aussi sur les freins restrictifs, le BN favorise la mise au sein, puisque la gravité va permettre à la langue de pouvoir sortir davantage. Je ne dis pas que c'est parfait, c'est optimal. Pour certains, il va y avoir besoin de passer par une chirurgie pour couper le frein de langue restrictif, mais au-delà de ça, l'avantage du BN, c'est que la gravité va l'emmener vers le sein et va emmener la langue vers l'extérieur, ce que l'on souhaite pour que la succion soit efficace. Contrairement à quand on a un bébé qui est sur le dos, où la langue va encore plus partir en arrière. Ce qui est le problème du frein, c'est que la langue va toujours trop en arrière. Alors, parce que il y a une autre problématique, et je pense que tu vas voir où je veux en venir, c'est les mamans qui nous disent aussi qu'elles ont une forte poitrine ou les seins qui tombent vraiment, et du coup, cette position n'est pas réalisable avec un bébé. Alors, j'ai envie de dire que à ces mamans, qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le BN, c'est pas que ça. Des mamans qui auraient par exemple une poitrine qui tombe beaucoup, on peut imaginer quelque chose comme ça pour qu'il y ait une prise du sein qui soit un peu plus optimale. Et pareil pour un frein au final, parce que je pense que ce qui bloque beaucoup les mamans, voilà, il y a un frein, j'ai pas pu mettre en BN, j'avais des seins trop gros, trop petits, j'ai pas pu mettre en BN, c'est qu'elles se disent, elles se bloquent sur, voilà, le BN c'est ça, voilà. Or, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, non, le BN c'est ça ici pour maman, mais c'est ça pour bébé. Et donc effectivement, il y a des problématiques qui, si on informait réellement sur les 360 orientations possibles du bébé, ne seraient plus des problématiques. Exactement. La deuxième chose que j'ai envie de rajouter à ce que tu as dit très bien, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans cet environnement-là, on est dans une bilatéralité, c'est-à-dire qu'on est dans une motricité croisée. Motricité croisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir notre bébé potentiellement qui va se positionner de ce côté-là, et moi, je vais avoir ma main à l'opposé, donc croisée, qui va pouvoir m'aider à soutenir mon sein. Et là, je prends le fameux bout de sein qui va me permettre de pouvoir, alors attends, parce que je ne suis pas super pro, mais de pouvoir venir orienter mon sein en fonction de la bouche de mon bébé et de la taille de mon sein. Et ça, oui, ça pas quand on est dans d'autres positions, puisque l'avantage du BN, c'est qu'on est sur, voilà, exactement, on est sur une bilatéralité avec un mouvement croisé qui nous permet à la fois le voilage de notre bébé, c'est-à-dire une enveloppe protectrice, voilà, exactement, et en même temps de venir soutenir notre sein si c'est pas efficace naturellement. Et le BN ne veut pas dire non plus que c'est sans les mains. On a nos mains qui sont là et qui vont venir voiler le bébé, nous rendre dans un protecteur et éventuellement ajuster notre poitrine à la bouche du bébé. Oui, c'est ça. Parce que je pense que ce qui aujourd'hui est méconnu dans cette histoire de position BN, c'est que c'est vraiment vendu comme une position, c'est-à-dire, voilà, hein, la Madone est une position, le ballon de rugby est une position, puis le BN, c'est une position. Non, le BN, c'est une position pour la mère, mais 360 orientations possibles pour le bébé. Oui. Donc, effectivement, dire que c'est pas une position pour la mère, parce que la mère qui sort d'une césarienne va avoir une certaine posture et une maman 3 jours ou 3 semaines après va en avoir une autre. Si on prend l'exemple pour toi, Mayenne, l'allaitement des premiers jours de ton dernier n'est pas le même que celui d'aujourd'hui et ta position et ton inclinaison est complètement différente. Donc il y a aussi un panel de positions qui va varier en fonction de l'allaitement maternel avec ce petit bébé-là. Est-ce qu'on pourrait parler du fait que le BN aide en cas de RGO ou autre joyeuseté? Bien sûr qu'il va pouvoir aider parce que déjà, il va permettre de limiter l'air.
de rentrer, puisqu'on va avoir j'allais dire une ventouse, c'est pas très joli, mais une étanchéité au niveau de la bouche qui va permettre déjà d'éviter à l'enfant d'avaler de l'air. On a aussi ce contact ventral proximal qui va permettre, encore un mot savant, le péristatine, c'est-à-dire de permettre d'améliorer la digestion du bébé pendant l'allaitement. Donc, on va avoir une meilleure digestibilité et on va pouvoir justement diminuer le RGO parce qu'on va avoir une digestion plus fluide et potentiellement plus rapide. Il ne faut pas oublier non plus que le lait maternel, en 30 minutes quasiment, il est digéré. Donc, s'il commence déjà à être digéré pendant le temps de la tétée, on limite les RGO. Et on est aussi sur un bébé qu'on va quasiment pas bouger, donc on va limiter les régurgitations. Et encore une fois, avec le BN et en cas de RGO, on est sur de la gravité positive, puisque finalement, la gravité joue dans ce sens-là, ce qui évite les remontées, au final, un peu comme en portage. On va éviter ces remontées effectivement, hein, je veux dire, mangez trop, mettez-vous comme ça, vous allez avoir un problème. Voilà. Alors que si vous avez beaucoup mangé, que vous mettez un petit peu comme ça, l'estomac est pas trop écrasé, vous avez la place de digérer, clairement, il y a moins de remontées, que ce soit pour nous les adultes ou pour les bébés, quoi. Exactement. Et donc, alors, etc., et moins les conséquences d'un RGO par la suite. Une maman qui nous dit moi je me mettais en BN et lui en Madone. Mais finalement non, c'est pas une Madone. Non, c'est pas une Madone. On est d'accord. Un peu plus oblique. Voilà, on est sur une orientation oblique. Exactement. Voilà, parce que j'ai toujours ma main. Moi j'ai toujours incliné. Si je le lâche, il tient toujours. Donc on a l'impression d'une Madone, mais c'est une fausse Madone. Exactement. Parce que même dans ce contexte-là, on a quand même un appui palmaire. Oui, non, moi j'ai pas de coussin là, mais normalement oui, je devrais avoir des petits coussins comme ça et oui, je devrais avoir ces petits. Tu vas te rendre confortable, va te donner un voilage au niveau des pieds pour vraiment le sécuriser, le protéger. Alors, comme quoi c'est pas clair, hein, parce qu'il y a des mamans qui disent, mais moi je me mettais en BN, hein, puis lui il se mettait en Madone. Ben non, en fait, c'est son orientation qui est toujours BN en fait. Et c'était certainement l'orientation qu'il avait dans son ventre. Oui, alors ça, est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus de cette histoire? C'est-à-dire que il faut vraiment laisser son bébé faire quelque part, trouver cette orientation qui lui est propre, tout en, nous en veillant à sa sécurité pour pas effectivement qu'il tombe, mais vraiment ne pas chercher non plus nous, en tant que maman, à trop intervenir et voir justement quelle orientation il finit par prendre, parce qu'éventuellement c'est quelque chose qu'il avait dans le ventre. Bien sûr, il y a les deux choses, comme le dit Suzanne, c'est l'orientation et l'attitude. L'attitude de flexion et d'extension. C'est pour ça qu'on va voir aussi un bébé qui a été positionné en énorme flexion dans le ventre, va pas pouvoir téter en hyperextension. Ça paraît logique. De manière à ce que l'enfant était dans une position plus oblique, il va téter d'une manière plus oblique. Et ça, on peut pas le savoir tant que le bébé s'est pas installé au sein. Et c'est, moi j'ai envie de dire, quand la maman va avoir ce là ça y est, là vraiment, là je suis bien. Vous allez voir que le bébé naturellement va trouver et son attitude et son orientation. Et on est sur une position Madone, mais on est sur une attitude et une orientation que l'enfant va avoir pris en fonction de ce qu'il a déjà développé dans le corps de sa mère. N'oublions pas que cet enfant, il a déjà quand même 9 mois de vie intra-utérine. C'est ça, il a quand même un petit peu de passif derrière lui, ce bébé. Hein, mais un petit finalement. Peu bien acquis. Il est aussi déjà avec l'odorat pour reconnaître aussi l'odeur du sein de sa mère, le lait de sa mère, etc., etc. On n'est pas là, nous, professionnels de santé, à venir lui dire tout ce qu'il faut faire, parce qu'il sait déjà tout faire. Il naît avec cette capacité-là. Et y a une maman qui nous avait laissé comme question, quand son bébé tète en BN, son REF s'active sur l'autre sein aussi. Est-ce que c'était normal finalement? Et oui, parce que le REF, c'est quoi? Le réflexe d'éjection fort, il est lié à l'hormone de l'ocytocine. Donc, plus la mère va être installée confortablement, plus l'ocytocine va agir. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le REF, c'est positif, c'est pas négatif. Un REF en position confortable, donc en BN, on va avoir un bébé qui va pouvoir réguler plus facilement le flux d'éjection fort de la mère, mais qui révèle surtout une belle complexion hormonale pour la mère et un bon transfert de lait. À quand même mettre en parallèle avec d'éventuels freins. La compensation. Et là, je reprends la parole de Caroline Deville, où effectivement, REF peut avoir un lien avec les freins restrictifs, effectivement. Après, c'est toujours une balance à faire et, comme on disait,
des choses à checker avec les professionnels qui sont formés, quoi. Bien sûr, le BN n'est pas là pour améliorer tout. Hein. Il ne va pas tout révolutionner. Par contre, il va améliorer. Il va émousser les réflexes. Donc, on va avoir moins d'effets négatifs. Mais ça ne veut pas dire qu'on va régler les problèmes et que c'est la solution miracle. C'est pas vrai dans le sens où quand il y a une problématique médicale, on va être obligé bien sûr de la traiter, mais par contre on va améliorer sérieusement la qualité des tétés et le confort des tétés et pour la mère et pour le bébé. Mais par contre, on peut imaginer qu'une maman qui a un REF, si elle se tenait en position vraiment verticalisante, hein, vraiment très assise, très droite, son REF serait beaucoup plus fort, parce qu'au final, la gravité jouerait contre elle, donc elle pousserait le lait vers l'avant. Exactement, c'est comme une bouteille. Si une bouteille, on la prend, on la penche, on ouvre le bouchon, ça part en jet. Et c'est la gravité. Par contre, si on s'incline, on a déjà moins de pression au niveau du bout du sein, donc on a un réflexe d'éjection qui est moins puissant. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, mais il est moins puissant et il est beaucoup plus facile pour le bébé de réguler au niveau de sa bouche quand le réflexe agit, puisque ces réflexes archaïques vont lui permettre de pouvoir soit émousser, soit refermer sa bouche, ou soit au contraire de laisser le réflexe se faire parce qu'il est en capacité de le gérer. Est-ce qu'avec un bébé de 18 mois, c'est trop tard pour rectifier le tir, entre guillemets, parce qu'on aura pris en madone jusque-là? Un bébé, tu m'as dit 18 mois. 18 mois, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. À partir du moment où on se base sur le confort maternel, il n'y a pas d'âge. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à toutes ces mamans qui disent « Oui, mais moi, il n'aime pas le BN ». J'ai bien une piste. Hein, mais... Alors, moi, ce que je pense, c'est que si l'enfant n'aime pas le BN, c'est que la maman n'a pas réussi à trouver une position confortable. C'est qu'elle n'a pas encore trouvé en elle-même quelque chose qui lui permet d'être vraiment dans une ouverture pour que le bébé puisse lui-même s'installer. Et la science des études fortes de Suzanne Thompson montre que l'enfant ne peut que être positif puisque nous sommes des mammifères et nous sommes des quadrupèdes jusqu'à ce que l'enfant se mette debout et puisse marcher pour devenir comme nous, bipèdes. Donc ça veut dire que si on regarde tous les mammifères quadrupèdes, ils têtent sur le ventre. Donc on ne peut que penser que l'enfant, le petit humain, ne peut que aimer ce BN. Il ne peut pas ne pas aimer. C'est parce que la position confortable de la mère n'est pas suffisamment respectée, à mon sens. Alors, moi, j'ai envie de compléter parce que j'étais pas sur ce pan-là de réflexion. J'étais plus sur le pan, justement, de ce dont on a parlé, c'est-à-dire que les mères pensent trop que le BN, c'est juste ça, et que finalement, la mère est peut-être confortable, mais elle n'a pas laissé la possibilité à son bébé de trouver, finalement, la position qui lui convient parce que dans la pensée de la norme, le BN, c'est que ça. Alors qu'il y a une possibilité de faire ça et qu'elles ne sont pas forcément au courant. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément de leur fait. Mais potentiellement, moi, j'étais sur l'autre versant de mon bébé n'aime pas le BN. Potentiellement, maman est très bien installée, mais elle ne sait pas, on ne lui a pas dit que son bébé, lui, pouvait prendre une autre orientation que juste celle-ci. Tout à fait, tout à fait. Et que finalement, c'est ce bébé qui, lui, n'est pas confortable. C'est lui qui n'est pas confortable. Il y a vraiment deux versants. On est vraiment sur une relation de couple finalement en BN. C'est un accordage de le bébé qui se fait souvent. Voilà, c'était ça. Un accordage des positions. Et les positions, c'est la position de la mère et la position du bébé. Voilà. Tout à fait. Du coup, il y a une maman qui me disait, mais bébé se met la tête, donc en BN, mais il met quand même sa tête sur le côté. Tu vois, donc elle se demandait, quand il tète comme ça, comment lui maintenir la tête finalement, mais pour pas que... En fait, ce qu'elle a peur, c'est qu'il tombe, en fait, si tu veux. Donc, elle est en BN, mais tu as vraiment un bébé qui se met vraiment une tête comme ça. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer que finalement, il serait trop droit et il aurait besoin d'être un peu plus comme ça, ce bébé, pour éviter de tomber et que finalement, on soit calé? Qu'est-ce qui pourrait expliquer que ce bébé, comme ça, il est en BN finalement, mais sa tête penche vraiment beaucoup? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui peuvent être. Il y a aussi l'accouchement qui rentre en jeu. On peut penser aussi à nos ostéos et nos chiro qui nous écoutent. C'est qu'on a potentiellement des tensions au niveau cervical qui peuvent être là. On peut avoir une naissance un petit peu difficile, instrumentale, qui fait que l'enfant va avoir des positions dites antalgiques avec des positions de tête un peu plus sur le côté. Donc nous, on va juste
demander à la maman de l'accompagner. La tête sur le côté, c'est pas grave. À partir du moment où l'enfant est confortable dans cette position-là, on va plutôt aller travailler, de se dire peut-être qu'on va aller retravailler au niveau de la naissance, de l'accouchement, comment ça s'est passé, pour voir avec un ostéo s'il y a des tensions à libérer. Mais au-delà de ça, la maman, elle va juste venir voiler davantage son bébé et faire une enveloppe protectrice au niveau de la tête du bébé qui est peut-être un peu plus sur le côté. On nous demande si finalement le BN, c'est la continuité du breast crawl. C'est quoi le breast crawl? Ben, je suis en train de chercher, figure-toi. Donc, nous n'aurons pas la réponse ce soir, je pense. Ouais, j'ai l'impression que c'est cette... je crois que c'est le fait de laisser le bébé sur la maman pour qu'il grimpe, tu sais. Alors oui, mais là où c'est important, c'est que si l'enfant n'est pas à la bonne adresse, il peut passer des heures à chercher le sein. L'objectif quand même dans le BN, dans le Biological Nurturing, c'est de laisser la mère aller vers ses instincts pour qu'elle puisse l'emmener vers le sein. C'est pas simplement de rester là les bras en l'air, pas monter tout seul. Il va y arriver au bout d'un moment, mais l'objectif, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est un accordage, c'est que tous les deux puissent trouver une accroche et une facilité pour venir au sein. Donc, alors, moi, je dirais en plus, je vais te compléter, mais parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet, on parle bien de la bonne adresse, c'est-à-dire très précisément cette zone-là. Parce qu'en fait, oui, je viens de me rappeler ce qu'est le breast crawl, parce que je viens de revoir des images. Et effectivement, le breast crawl, tu sais, c'est ce principe de mettre l'enfant ici pour le laisser grimper jusqu'au sein. Sauf que votre bébé, c'est pas un marathonien. Il vient déjà de se taper un enfantement. Il est crevé. Faites-vous un Paris-Marseille en course à pied pour aller bouffer une choucroute à l'arrivée. Je suis pas sûre que vous allez manger votre choucroute. À mon avis, vous allez vous coucher pour vous reposer. Donc, si votre bébé, il est posé ici et qu'il met 2 à 3 heures pour remonter jusqu'au sein, lui, il est capoute. Hein. Il arrive au sein, il est là. Et les gars, laissez-moi dormir. bien Voilà. sûr. Donc, on tombe sur des bébés qui n'ont pas, qui ne veulent pas du sein, qui n'ont pas envie de téter, qui n'ont pas faim. Non, mais les gars, c'est juste qu'il est crevé. Faites Paris-Marseille en course à pied. Hein. Moi, je vous le dis. On verra si à l'arrivée, vous avez réellement envie d'aller bouffer ou si vous avez envie d'aller dormir. Voilà. Donc, effectivement, le breast crawl, c'est le principe de laisser l'enfant ici. Or, qu'en BN, l'enfant, c'est sa zone, c'est ici. Il n'est pas à la bonne adresse, il est au breast crawl et qu'on va le laisser grimper à un moment donné. Le BN dit quoi? Il dit que l'enfant doit avoir graisse contre graisse, c'est-à-dire la joue en contact avec la glande de mammaire, avec le sein. Voilà. Oui, puis j'ai souvent, je sais pas si toi tu l'avais fait, parce qu'on n'était pas dans la même session, mais j'avais balancé comme ça, et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que pendant 9 mois, les filles, on se tape quand même la carte de France routière là, imprimée ici, hein, quand même. À un moment donné, si la nature nous a pas fait un plano auto-clignotant pour nous dire où on devait mettre nos bébés, je sais plus ce qu'elle doit faire, hein, parce que c'était quand même bien imprimé pendant 9 mois, c'était là, Mappy imprimé ici. Donc à un moment donné. Le signal, il est lancé de là où on doit mettre notre bébé, quoi. C'est ça. Disons que si tu pars du nombril ou si tu pars sur le sein, tu as quand même plus de chances d'arriver au mamelon et de téter de manière efficace avec un peu plus de rapidité. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte, on se dit ah mais bébé est là, il est pas loin. Mais si en distance de nouveau-né et qu'il est en plus d'enfanter, je veux dire, il est déjà crevé, c'est énorme pour lui. Bien sûr. Alors moi c'est BN depuis toujours, mais surtout depuis qu'il tient plus ou moins assis car il se met à califourchon face à moi. Et oui. Alors plus ou moins, ça veut donc dire qu'il y avait un petit accordage de position qui n'était pas optimal. 18 mois de mauvaise position, c'est fou. Merci pour la réponse. Ben oui, merci Céline. À bientôt 8 mois, il ne veut presque plus que tété allongé à côté de moi et peut-être beaucoup plus longtemps allongé. Bon, bah ça après, il y a des phases, j'ai envie de dire, dans le développement de l'enfant. Il y a comme les greffes de tété à un moment donné, il y a les bébés aussi qui têtent que quelques minutes et puis qui s'en vont, qui veulent que tété quand ils sont stimulés par l'extérieur. Après, on est le BN, entre guillemets, une fois qu'on l'a adopté les 3-4 premiers jours, après, ça évolue. Ça évolue. On a beaucoup la réflexion aussi de mamans qui nous demandent comment finalement aider bébé à trouver son orientation en BN parce qu'elles ont l'impression, alors on l'a là sur le live et moi je l'avais eu quand j'avais laissé l'encart en story, effectivement elles ont l'impression que le bébé, tu sais, enfonce trop sa tête et puis s'étoufferait un peu, quoi. C'est un peu cette angoisse ou cette observation qu'elles font parce qu'on a toute confiance en ce qu'elles observent. Voilà, cette peur de l'étouffement. Comment est-ce qu'on des mamans comme ça peuvent évaluer ce qui se passe et éventuellement aider le bébé à trouver l'orientation qui lui serait la plus propice, peut-être. Ce
qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a plein de réflexes archaïques au niveau du visage. Hein. Il y a les points cardinaux et il y a aussi le glabelle. Ça veut dire que notre bébé, et les trijumeaux, c'est-à-dire que notre bébé, potentiellement au démarrage, il a besoin de s'enfouir. C'est-à-dire qu'il a vraiment besoin d'aller taper le pivert, d'aller taper dans tous ces points et il va venir s'enfouir. Les mamans ont peur parce qu'on a trop longtemps entendu aussi qu'il fallait tirer sur le sein pour éviter que l'enfant s'étouffe au sein. Mais moi, j'aime toujours à dire, mais même si je suis plus trop à la page, disait Claire Chazal, on va dire d'autres professionnels du JT maintenant, il n'y a jamais aucun bébé qui est mort au sein, d'accord? Donc, il y a de risque d'étouffement. L'enfant, s'il a besoin de taper avec la glabelle, il a besoin d'avoir tous ces points cardinaux dans un premier temps en contact avec le sein, on va le laisser faire. On va observer, on va voir s'il respire. Et si c'est un besoin que la mère a de se rassurer, mais faites confiance à vos bébés. Et si l'enfant était en flexion dans le ventre de sa mère, il va avoir forcément une attitude où on a l'impression qu'il s'étouffe complètement dans le sein, mais simplement besoin de retrouver ses repères pour pouvoir téter de manière stable. Donc finalement, il faut avoir confiance en soi et en son bébé, ce qui n'est pas évident. On le sait, c'est pas évident, on le sait, mais il faut effectivement avoir confiance en soi et en son bébé, quoi. Pourquoi c'est pas évident? On apprend encore des méthodes et des techniques pour allaiter. Et à aucun moment donné en anténatal, les mamans ont ces informations-là. Donc, elles savent mieux que nous et que les bébés savent mieux que nous. Et à partir de là, on peut se faire confiance et faire confiance à son bébé. Si on arrive avec nos clés et nos astuces en disant c'est comme ci, c'est comme ça, si vous faites ça, ça va pas marcher, allaitez toutes les 3 heures, et si vous gardez si vous gardez trop, on fera un bébé capricieux. On peut que avoir peur que l'enfant il s'étouffe, qu'il n'ait pas assez mangé, qu'il n'ait pas pris assez de poids, etc., etc. Et puis, il faut rappeler que c'est comme pour les freins, tout le monde n'est pas formé au BN. Et donc, effectivement, quand on va en cours de préparation à la naissance avec un professionnel qui ne serait pas formé et on ne lui en veut pas attention, eh ben, il va avoir tendance à prendre le BN comme une position qui est celle-ci. Et voilà, ça s'arrête là. Or, qu'on vient de le dire pendant tout ce live, effectivement, c'est vraiment une danse à deux, c'est un accordage à deux. Et il y a beaucoup plus de possibilités en BN. Et c'est vrai que, comme tu dis, on apprend des positions aux mamans et on leur apprend la position BN. Or qu'effectivement, la personne n'est peut-être pas forcément formée. Et en tout cas, ça mériterait d'être un peu plus su. Bien sûr, et j'invite vraiment aussi les professionnels à prendre le temps d'observer. Et vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'apprendre à mettre nos mains dans le dos et apprendre à tricoter. Tricoter, c'est quoi? C'est-à-dire se reculer pendant les temps d'allaitement pour observer et pour les laisser eux-mêmes, comme tu dis très bien, faire leur danse. On n'a à aucun moment donné besoin d'entrer dans leur danse à partir du moment où ça se passe bien. On a toujours envie de bien faire et de donner des conseils et des conseils et des conseils parce que sinon on a l'impression qu'on a servi. Mais en fait, on sert beaucoup plus à quelque chose d'être simplement la lampe, le coussin pendant le temps d'allaitement que d'être là à observer, à dire vous avez vu ici et ça et vous pensez pas que, etc. Enfin, Suzanne nous montre très bien pendant les formations. On parle beaucoup d'observation, mais j'ai quand même envie de préciser que l'observation, c'est pas ça. Et oui. C'est vraiment, voilà. Tricoter, parce que tricoter, ça veut dire aussi s'obliger, nous, en tant que professionnels, à faire autre chose, à aller faire autre chose pour laisser la danse se mettre en place. Parce que d'avoir des yeux rivés comme ça, ou sur le sein, ou sur le bébé, ou sur la mère, la complexion hormonale, l'ocytocine, comme dit Suzanne, elle est dans les boîtes. Alors moi, j'ai un double atout. C'est-à-dire que, je peux nettoyer mes lunettes pendant 3 plombs, ça m'occupe. Puis alors en plus, comme je suis totalement myope comme une taupe, de toute façon, même si je voulais m'en mêler, je ne verrais rien. Voilà, ça serait pratique. Nettoyer vos lunettes ou tricoter, c'est un peu la même chose. Moi, ça m'arrive même des fois, parfois quand je suis à domicile, de dire est-ce que je pourrais aller aux toilettes? Je pars complètement de la pièce. Et quand il y a quelque chose qui a changé. Il y a une façon d'être et la maman, elle s'est appropriée la situation et je deviens une personne extérieure qui n'est plus la personne qui va donner son avis et qui va avoir le dernier mot. Et ça, c'est important. Alors, il y a une question très intéressante parce qu'on me met question bête. Je rappelle qu'ici, il n'y a strictement aucune question bête, les filles, vous le savez bien. Au départ, on démarre en peau à peau et ensuite, on poursuit habillé pour bébé et maman ou alors H24, 7 jours sur 7, tout nu. Alors moi, j'ai bien une réponse, mais je te laisse répondre. Je sais que tu as la réponse. Le BN, c'est la différence avec le peau à peau. Pour le BN, on n'a pas besoin d'être à poil. On n'a pas besoin d'être tout nu, ni pour la mère, ni pour l'enfant. Le contact de la joue du bébé avec le sein de la mère suffit pour pouvoir mettre en place un accordage.
Le pot à pot peut parfois être délétère. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais quand on n'a pas envie de faire le pot à pot parce qu'il y a l'oncle Georges qui est là, merci Suzanne pour ces précisions, et qu'on n'a pas envie de se mettre toute nue devant l'oncle Georges, on ne va pas avoir un allaitement efficace. Tandis que si l'enfant est habillé, maman est habillée, et qu'on a juste un sein qui est dégrafé avec un bébé qui est en contact avec le visage sur le sein de la mère, sont largement suffisants pour pouvoir mettre en place cet allaitement. Ça suffit, il n'y a pas besoin d'être en pot à pot 24-24 et sur 3 jours. C'est bien de le faire. Ça ne reste pas pour moi une importance vitale et un protocole à mettre en place. Et encore moins de protocoliser, de se dire on doit mettre le bébé au minimum 2 heures en pot à pot. Non, on doit laisser l'enfant à la bonne adresse au maximum les 3 premiers jours. C'est complètement différent. J'ai envie de te compléter et je pense que de toute façon tu ne me contrediras pas en vraiment en précisant que le pot à pot n'est pas une injonction à la nudité. Exactement. Le pot à pot, c'est juste un terme qui porte très mal son nom, c'est le contact. Voilà, on n'est pas obligé d'être nu pour être en contact. Et d'ailleurs, les mamans qui ne se sentent pas d'être nues et à qui ça pourrait nuire à la sécrétion d'ocytocine, il ne faut pas qu'elles se forcent. Un débardeur avec un petit gilet par-dessus, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est d'être en contact et que, comme tu le dis, au moment voulu, la joue de bébé soit bien en contact avec au moins une petite partie du sein qui est sortie de toute façon pour allaiter. Ce qui se passe, à mon sens, avec le pot à pot, c'est que comme on est tellement parti d'un bébé qui doit être dans son berceau de manière sécuritaire, on est obligé de reprotocoliser pour refaire revenir le bébé dans le lit de la mère. Et donc, on a trouvé cette solution qui est miraculeuse et qui a fait ses preuves d'être en pot à pot. Moi, je pense que c'est la meilleure des choses à faire, que ce soit compatible avec les envies de la mère. Et si la mère avec le pot à pot, faisons du pot à pot pendant toute la vie. Et si la mère, elle ne se sent pas à l'aise avec le pot à pot, le contact de la joue et du sein suffisent largement. Et le fait d'être... Moi, je me souviens que je grugeais pour l'anecdote parce que bon, moi j'ai eu des césariennes, dont la première une césarienne d'urgence dont j'ai dû fortement me remettre voilà, d'un point de vue hormonal, voilà. Et j'ai fait effectivement du pot à pot, donc à poil avec mon fils pendant 5 jours à la maternité. Et en fait, moi j'avais eu le fameux bandeau, tu sais, qu'elle découpe dans le grand rouleau là, à la maternité pour faire. Moi à la base c'était pour tenir ma cicatrice. Mais du coup, je l'ai remonté en me faisant un bandeau de pot à pot. Je mettais un t-shirt avec un grand col comme ça quand il y avait du monde. Au final, 1, personne ne pouvait toucher bébé. 2, il était toujours en pot à pot et moi, tout le monde pouvait me regarder, c'était bon quoi. Mais oui. On nous dit toute l'importance d'éviter les manipulations par des tiers à la naissance et les premiers jours. Non, en interrogation. Mais bien sûr que oui. Plus on va venir rentrer dans cette danse, plus on va venir couper l'ocytocine par nos gestes invasifs, notamment les premiers gestes à la naissance. Il a été reporté de peser l'enfant, de ne pas le laver dès la naissance, de ne pas le mesurer. Plus on va faire ces gestes-là tardivement. Quand je suis allée faire cette formation à Saint-Martin, on a expliqué l'importance, et j'ai expliqué l'importance de garder cet enfant-là dès la naissance en contact avec la mère. Plus on va sortir l'enfant du contact de sa mère et plus on va être délétère parce qu'il va perdre en réflexe archaïque, il va perdre en instinct naturel, il sera beaucoup plus compliqué de revenir de manière instinctive. Alors, il nous reste que quelques petites minutes vraiment. Il y a une dernière question qui me paraît quand même importante, c'est est-ce que si on a quand même commencé pendant peut-être 2, 3, 4 mois à allaiter dans une certaine position, on peut éventuellement se dire qu'on peut changer de position? Bien sûr, puisque à la base, c'est repartir sur le confort. Donc, on peut, bien sûr, il n'y a pas d'âge, ni d'enfant, ni de la mère, pour s'installer confortablement, même si les départs ont été un petit peu plus chaotiques. J'ai des mamans qui viennent me voir parfois, les bébés ont 4-5 mois, et on reprend justement ce confort maternel. Il n'y a pas de trop. On va profiter des toutes petites dernières minutes qui nous restent. Du coup, en quoi le BN va protéger l'allaitement dans le contexte actuel comme il est avec cette histoire de coronavirus? Le BN va pouvoir protéger puisqu'on va favoriser la non-séparation de la mère et l'enfant. Et on peut le regarder dans tous les articles et dans tout ce qu'on voit. En fait, l'enfant ne doit pas être séparé de la mère. Même si la mère est porteuse du Covid-19, il n'y a aucun intérêt à séparer la mère de l'enfant. Pourquoi? Parce que la mère a des anticorps qui vont être les vaccins pour les bébés. Donc, ne séparons pas, gardons le bébé à la bonne adresse, prenons les précautions d'usage, effectivement, lavage, hygiène stricte, confinement, et ça c'est
que du positif pour notre bébé et pour notre BN. D'accord? Donc, on mettra le masque si on tousse, etc., pour protéger comme de la sécrétion directe de l'enfant, mais on n'enlèvera pas l'enfant du corps maternel de la mère et de la bonne adresse dans laquelle on a expliqué depuis tout à l'heure. D'accord? Du coup, dans le contexte du Covid-19, il m'a été posé la question, est-ce qu'on doit aussi se laver le sein? Absolument pas. Absolument pas. Il est auto-nettoyant. Il est lubrifiant, antiseptique, le lait maternel et hydratant, antiseptique, antifongique, antiviral. On a toutes les propriétés au niveau du sein et du lait maternel pour justement ne pas séparer les bébés. Et ça, c'est important ce soir de le dire parce que dans ce Covid-19-là, si on sépare l'enfant de sa mère, c'est comme si on lui empêchait d'avoir les anticorps pour pouvoir lutter contre les virus et pas que le Covid-19. J'ai presque envie de faire la blague de si vraiment elles ont envie de se laver le sein, elles se le lavent avec leur lait. Oui, éventuellement. Oui. Mais ne pas séparer la mère et le bébé et surtout lui proposer à la demande et surtout le colostrum. Le colostrum, c'est là où il va y avoir le plus les antiviraux et tout ce dont l'enfant va avoir besoin pour bien démarrer. Donc l'allaitement, la première heure, être en contact avec le bébé, ne pas les séparer dès la naissance, c'est le plus important. Alors ok, dans certaines maternités, les papas, c'est pas les bienvenus et on peut comprendre pourquoi avec le contexte, mais par contre, ne séparez pas et vous avez, vous, les mamans, la possibilité aussi de dire que non. Vous n'avez pas envie que votre enfant soit séparé, sauf cas médical. Mais au-delà de ça, si l'enfant est en bonne santé et que vous êtes en bonne santé, gardez-le à la bonne adresse. C'est la seule chose ce soir qui, pour moi, semble le plus important. Covid-19 ou pas Covid-19, en fait. Covid-19 ou pas Covid-19, bien sûr. Grippe ou pas grippe, gastro ou pas gastro, rhume ou pas rhume. Bon, du coup, le temps nous est complètement imparti. Je te remercie beaucoup, Céline, de ta présence ce soir. Merci de toutes ces explications autour du BN. Je sais qu'il reste beaucoup de questions sans réponse. Je les ai vues défiler, mais on n'a plus le temps. Donc, moi, demain, je peux reprendre un live et vous répondre s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues ce soir. Sinon, Céline aussi peut vous répondre sur son Instagram. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez lui envoyer des messages privés. Merci encore, Céline. Merci beaucoup de toutes ces explications, ces éclaircissements. Voilà. Gros bisous à Suzanne et je fais aussi des visio et téléphoniques s'il y a besoin. Dans ce contexte-là, je suis là, on est tous ensemble et on va le battre ce virus et tout le monde confiné à la bonne adresse chez soi. C'est ça, à la bonne adresse chez soi. Merci Céline. Ciao. Bisous, ciao.